Hi, everyone. Thank you for coming. Bonjour, merci d'être venu. My name is Yelena Je suis Rachitsky. I am an Yelena executive producer of Rachitsky, je experiences suis at Oculus. producteur d'expérience chez I feel really Oculus. honored to be here. Je suis très honoré d'être Apologize, I là. don't speak French, and I was asked to Désolé speak de in ne pas French. parler But to français. talk about, he said, just make sure you Il dit apologize for not si speaking French. So, parler la langue que tu veux, mais first, I wanted to get a sense of the audience. demande How aux gens de many t'excuser de ne pas are parler VR français. filmmakers here? Combien de gens ici sont des cinéastes VR? And for the rest of you, Pour les has autres, everyone here tried VR? est-ce que tout le monde ici a essayé Yeah, it's la pretty VR? incredible how quickly everything's gone. Because C'est United States audiences incroyable this, comment les choses ont a bougé couple très years ago, you'd vite probably get like 5 hands. au public. So how Quand je quickly demandais il y a we've 5 gone ans, from so many on avait people, 5 personnes qui levaient la main. not Et even maintenant, just trying VR, but actually tout le this is monde what they a do for a living. vécu So, la VR, mais anyway, aussi beaucoup de gens commencent à gagner leur vie avec being ça. in France to me is Donc être en France, pour pretty moi, special c'est because, toujours France spécial. kind of inspired me, especially C'était with places like, mon Arte inspiration Interactive. comme I Arte remember when I was working Interactive quand in j'étais and quand je travaillais which I'll talk about a little bit later. dans le cinéma. I go on to the J'allais interactive Arte website sur and le I always site loved Arte this raw et experimentation of j'adorais the form of interactive cette storytelling and expérience how de the country was just funding it for l'histoire experimentation and for understanding how to interactive et innovate que and le pays understanding how it works, finançait ça which is pour voir something comment we ça don't really fonctionne. have in the US. C'est We quelque don't chose qu'on ne have fait these pas aux funds for États-Unis. just raw On n'a pas ces experimentation fonds of pour innovating form. So it's great to be back l'expérimentation. here after all this time of a place that Et really donc, inspired c'est me. sympa pour moi d'être So I ici started, maintenant, après avoir été off in film. I inspiré. used to work in traditional Je, documentaries at a je company called travaillais Participant Media. I dans worked on le projects like documentaire Inconvenient Truth, Waiting for Superman, projects where I saw in documentaries traditionnel that ou film really Waiting had for the Truth. possibility Bon, voilà, j'étais creating change, of Inconvenient changing Truth, Waiting people's for minds, Superman. but J'ai travaillé sur des felt, documentaires pour changer la vie des gens. Mais pour moi, c'était un peu limité. Je ne voulais pas savoir, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, mais grâce à Arte, l'ONF au Canada, comment les gens utilisaient la technologie, je voulais rentrer dans cet espace où il y a les arts et la technologie qui se rejoignent. C'était pour créer une nouvelle magie. Je ne savais pas comment gagner ma vie, comment je pouvais m'insérer dans tout ça. J'ai travaillé à Sundance pour les Nouvelles Frontières, dans le Future of Storytelling. Je programmais chez eux et j'ai découvert beaucoup de choses sur ces nouveaux artistes et ces technologistes créatifs et toutes ces industries qui se fusionnaient et les voyant utilisant la technologie comme une forme d'expression artistique. Ce qui m'a touché le plus, ce sont des artistes qui faisaient entrer le public dans l'expérience. Et je sentais que je participais, que mes choix étaient importants. Et c'est là où je me sentais plus engagé. Et j'ai vu les artistes avec votre corps dans un espace, le travail de Jonathan Harris, une appli qui s'appelle Prime, et vous utilisez votre main pour changer, et puis aussi des interprétations de vos réactions sur votre visage. Vous aviez un sentiment de vraiment influencer l'image, vous vous transformez en bébé un peu bizarre, donc il y avait toutes sortes de sensations et il y avait un vrai voyage. Donc on s'investit dans l'image, donc il y avait cette communauté qui commençait à se former. C'était une expérience qu'on a appelée DevLab. On a pris des artistes indépendants avec d'autres experts dans d'autres domaines, un magicien, un designer, différents artistes qui faisaient des installations pour montrer comment les métiers pouvaient converger. Comme beaucoup de gens ici, il y a une énergie dans cette communauté d'innovation. C'est pourquoi on travaille là-dedans. C'est un moment extraordinaire d'invention, de créativité, et on essaye de tout trouver ensemble. Et ça se fait depuis 5 ans.
Et maintenant, il y a tous les R, AR, VR, MR, XR. Et puis, on aura d'autres R dans les espaces entre les deux. On fait aussi l'intelligence artificielle. Il se passe plein de choses. Donc vous êtes dans un espace, il y a des changements constants, il y a une dynamique tout le temps, on ne peut pas s'installer. Ce que j'ai appris, c'est que les choses se font dans ces espaces en dehors de vos zones de confort. Donc, je travaille chez Oculus et je travaille chez eux depuis 2 ans et demi. J'ai l'impression d'avoir été chez eux depuis 10 ans. L'espace bouge et la VR pour moi, c'est un espace de convergence. Avant, on était dans des location-based et il y avait des différents endroits avec des différentes possibilités qui venaient des différentes technologies qu'on pouvait avoir. Et on peut créer partout. Et en plus, aujourd'hui, vous avez le public qui participe. Et je pense que la VR, c'est vraiment accessible. On peut prendre toutes ces différentes formes d'art et les fusionner. Donc, il y a 2014, Oculus a démarré à Sundance. Une des questions, c'était est-ce que vous pouvez raconter une histoire en VR? Parce qu'on n'avait jamais fait. Il y a 15 ou 20 ans, c'était des questions un peu académiques. Et aujourd'hui, on est en 2018 et tout le monde dit qu'on peut raconter des histoires en VR. J'ai la chance de faire partie d'un groupe chez Oculus où on a pu produire beaucoup de projets VR. J'ai travaillé avec beaucoup de créateurs qui ont continué à faire des progrès en VR. Je travaille avec des créateurs, je les finance, je les supervise, j'essaye de les lancer. C'est un espace vraiment très stimulant. Soutenir ces artistes qui sont vraiment dans cette nouvelle zone en dehors de confort. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec les créateurs? Vous savez, c'est cas par cas, vraiment. On a une idée au départ, on pense qu'il y a quelque chose qui pourrait bien se passer en VR. On voit beaucoup de choses, on voit comment les publics réagissent, ce que les gens veulent voir. On est toujours dans l'expérimentation, mais on a un retour d'information maintenant qui est minime pour l'instant, mais on commence à savoir, on a une idée, on part à un créateur, il y a ces centaines de créateurs, il y en a qui se révèlent tout le temps et on dit tiens, ça c'est pas mal avec telle ou telle personne. On essaye de développer la chose, on finance, on supervise et après on essaye de lancer le marketing et tout ça. Et il y a des fois, parfois, où un créateur ou un développeur, assez souvent, qui vient nous voir et ils ont quelque chose qui semble est vraiment intéressant et qu'il faut le faire. Et donc on finance et on travaille de très près avec le créateur. On a des coups de fil toutes les semaines, on a un retour, on leur donne accès à nos ingénieurs, on leur donne de l'information sur ce qui va pouvoir se faire. On essaye de travailler beaucoup en communication, de marketing et on a notre magasin Oculus où vous pouvez lancer l'œuvre donc du début à la fin. Et donc évidemment Oculus vend de la technologie, mais on travaille de manière très créative comme un studio au sein de l'entreprise et on le fait parce qu'on veut que la VR s'améliore. On ne fait pas des retours d'investissement pour l'instant là-dessus, mais comment élever le métier. Et voilà quelques-uns des partenaires avec qui on a déjà travaillé. Et Oculus fait qu'il y a des équipes d'expérience qui ne fait rien avec les gens vidéo. On a un autre studio pour le jeu vidéo. Mais notre focalisation, c'est vraiment sur le narratif
et on travaille avec beaucoup de partenaires. Et ce qui se passe vraiment, depuis 3 ans, plus ou moins, beaucoup des choses qu'on a vues, c'était des démos, c'était là, votre corps, vous allez être très haut, tout était un peu des prototypes. Aujourd'hui, on a des créateurs avec au troisième ou quatrième sujet où les choses deviennent plus sophistiquées. Ils ont un vrai point de vue sur la VR. Donc je pense qu'il y a 2 ans, on a vu des directs qu'on peut faire ou pas faire. Et maintenant, on a ajouté ces règles et on peut faire la VR de manière très différente. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, pas nécessairement première personne, troisième personne. Il ne faut pas expliquer certaines choses s'il y a quelque chose de vraiment passionnant. Et donc c'est un moment assez passionnant parce qu'on voit du vrai bon travail. On pense beaucoup à une chose, c'est que la VR devienne accessible à un grand groupe de personnes. Il y a un sujet qui est important entre le mainstream et les indépendants, c'est-à-dire il y a un peu de friction entre les acteurs plus établis et ce que les indépendants peuvent faire. Et c'est un sujet auquel je réfléchis beaucoup. Est-ce qu'on fait des choses pour le maintenant ou est-ce qu'on expérimente pour l'avenir? Beaucoup de gens qui ont des casques, c'est des gens qui s'intéressent aux jeux vidéo, c'est eux qui vont acheter des jeux. Donc la réponse n'est pas vraiment un indicateur de ce qu'il y a à l'avenir quand il y a les nouveaux produits, et donc il faut créer des projets indépendants. Mais est-ce que l'art peut être commercial? Est-ce qu'il peut y avoir aussi des projets de qualité avec les majors? Mais donc je pense que l'indépendant donne un succès avec la critique, mais il faut élargir le public si on veut sortir la VR de notre petite communauté. Donc il faut à la fois une grande création et une meilleure compréhension plus générale. C'est quoi le mainstream? C'est quoi le conventionnel? On peut beaucoup parler là-dessus. Mais pour moi, personnellement, je pense à ça comme étant, je dis à mon taxi, qu'est-ce qu'ils pensent de la VR? Parce que je me dis qu'ils ne sont pas dans ma communauté. Donc on est tellement pris dans notre petit cercle où tout le monde crée de la même manière. On pense que tout le monde pense comme nous, mais en fait, non, ce n'est pas le cas. Parlez à votre chauffeur de taxi, ce qu'il pense de cet espace. Et c'est assez intéressant de voir ce changement. Il y a 2 ans, quand les gens demandaient ce que je faisais, il fallait vraiment que j'explique ce qu'est la VR. La bonne nouvelle, c'est que quand je demande à un taxi, je leur parle de VR, tout le monde sait ce que c'est. Donc ça, c'est un bon signe. Et puis, ils demandent des choses de plus en plus complexes. Une grande question, c'est que où va-t-on? Donc, ce qu'on fait, ce contenu grand public, si on veut, c'est de connecter avec des partenaires qui ont une grande visibilité et qui ont des publics existants. On a beaucoup travaillé avec Disney, par exemple, avec des partenaires et développeurs pour faire les projets. Donc, on a déjà eu 3 projets avec Disney. Le premier, c'était Moana, La Belle et la Bête, et la dernière production était Coco VR. Et les 2 prochains étaient très forts en termes de marketing, des choses très courtes, 2 minutes, très interactives, vraiment étant juste une partie d'un plan de marketing, mais qui n'a pas fait avancer là. Quand on a fait Coco, c'était le premier film VR de Coco, de Pixar, pardon. Et avec ça, on voulait faire quelque chose de vraiment différent.
On ne voulait pas faire quelque chose qui était juste du marketing, mais qui était amusant, même si ce n'était pas connecté à une propriété intellectuelle connue. On a travaillé de très près avec Pixar et une entreprise Manopus pour savoir comment est-ce qu'on Magnopus, comment on va vraiment avancer. Donc Pixar raconte très bien les histoires. On ne veut pas reproduire ce que fait Pixar pour le cinéma, faire des choses fortes, émotionnelles. Donc ce qui était différent en VR, c'était vraiment une question de public. Et donc on a vraiment fait rentrer le public et on a fait quelque chose de très interactif. On a aussi travaillé de près avec Pixar d'utiliser ce paysage très beau dans le film. C'est un des plus beaux films Pixar que j'ai vu et augmenter l'expérience, mais on voulait aussi aller plus loin pour qu'il soit social. On pouvait être dans l'espace avec jusqu'à 4 amis et ça, c'était très amusant. Et puis nous avons donc sorti ça avant le film, même avant que vous voyiez le film. Et la réponse était incroyable. Tout le monde, même ceux qui n'ont pas vu le film, qui n'étaient pas au courant, ont adoré. Et il y avait une combinaison de beaucoup d'interactivité, mais aussi qu'on partait sur une aventure avec un ami, comme si on voyageait avec un ami. Donc c'était une bonne façon d'approcher la chose, de travailler avec quelque chose de connu, mais de faire quelque chose pour une raison spécifique, pour que ça soit amusant, même si on ne connaît pas le sujet. On a fait ça aussi avec Blade Runner 2049. On a créé un projet qui s'appelle Creator Lab. Et l'innovation qu'on a créée ici, c'était travailler avec Microsoft. Et donc, on a vraiment capturé des volumes à ce moment-là qui étaient fantastiques. Donc, il y a de grands défis lorsqu'on travaille avec des franchises parce qu'il faut toujours être dans l'histoire elle-même. On ne peut pas inventer des choses, tout doit être approuvé. Mais donc, on est très fiers d'avoir réussi à faire ça. Et aussi, NBA. Donc, la NBA, ils ont leur propre public et on s'attache à leur public. Et c'est donc ce public apprend également à découvrir tout ce qui est VR, mais les choses où moi personnellement, ce que j'adore faire, et c'est ma passion, c'est les projets originaux et indépendants, donc qui ne sont pas liés à des franchises existantes. Et ces créateurs indépendants ne sont pas limités par des contraintes, par des comités, ne va pas être approuvé. Donc c'est eux qui poussent vraiment les choses qui vont de l'avant et qui créent vraiment les choses les plus puissantes. Et moi j'ai vraiment énormément de chance que nous puissions continuer à travailler aux côtés, à soutenir quelques dizaines de projets indépendants et originaux. Donc voici quelques exemples. Ici c'est Sundance, c'est le projet indépendant de Sundance, du festival Sundance. Je crois également que les créateurs industrie, ce sont eux qui vraiment continuent à faire évoluer le secteur. Et il y a des fonds publics qui sont disponibles et donc ça permet également d'avoir des budgets qui sont en conséquence avec ce qu'ils veulent et peuvent faire. Mais souvent ce sont des projets là que peut-être votre chauffeur de Uber ou votre chauffeur de taxi n'aura pas entendu parler. Donc un exemple de certaines de ces choses-là que nous avons fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a quelque chose qui s'appelle Dispatch, il y a une œuvre qui s'appelle Dispatch, et vous êtes dans l'imaginaire de ce dispatcher, et on ne voit que les visuels arriver que lorsque vous entendez ce qui se passe, et puis vous voyez ce qui se passe, et il y a 4 chapitres dans chaque épisode, et vraiment ça travaille beaucoup, on travaille beaucoup de façon épisodique, mais les graphiques sont vraiment minimaux, et donc c'est votre imagination est vraiment mise à contribution, et ça c'est vraiment très puissant également, je pense. Il y a une interactivité très subtile, donc ça dépend de là où vous regardez, mais vous n'avez pas le choix vraiment, c'est assez linéaire en fait. Donc beaucoup de
cinéphiles gravitent vers ce style de projet et tout ce qui est visuel est très puissant. Et donc moi je recommande de regarder ça. Ensuite Space Explorers à droite. Donc ça c'est vraiment ça fait appel à des vidéos 360 les meilleures et c'est l'histoire des astronautes, de comment ils vont à la découverte de l'espace, le voyage vers Mars. Et il y a 2 épisodes de 20 minutes chacune et tout ça a été fait et il y a également d'autres images qui sont disponibles. Il y a énormément d'interactivité et puis ça explore comment les narrations peuvent se faire, les histoires. Voilà, c'est quelqu'un qui avec son ami imaginaire et l'interactivité existe. Et ce que moi j'adore dans ce projet, c'est plus intuitif. Il y a plus de gestes impliqués, donc les décisions que vous prenez selon la façon dont ce que vous voulez toucher, ou vous décidez d'écouter de la musique, de ne pas écouter de la musique, ou vous regardez, et donc ça influe sur le déroulé de l'histoire. Donc ce n'est pas comme un jeu, c'est tout ce qui est narration interactive devrait commencer comme ça parce que ça amène plus de présence, parce que ça semble plus naturel par rapport à ce que nous faisons. Et moi, le VR, c'est quelque chose qui se passe au sein de votre corps, quelque chose de naturel, et c'est comme ça que ça se passe le mieux. Mais ce que j'aime également, c'est que le travail qui a été fait par une troupe théâtrale, voilà, ça vraiment c'est le mieux avec la réalité virtuelle, parce que les troupes théâtrales sont toujours en train de décider comment guider leur public de façon qui ne soit pas évidente et de laisser penser au public, voilà, ils ont la liberté d'aller vers ci, vers ça. Et donc il y a une société qui s'appelle Third Rail. Si vous êtes à New York, il y a un cinéma très bien qui montre ces images, et ils ont travaillé avec will.i.am de Black Eyed Peas pour la musique. Lui, il a une société de production interne qui font des expériences VR, ce qui est absolument fabuleux. Et voilà, il y a également d'interactivité qui est faite à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant sur ces 5 projets, ça c'est juste un petit échantillon de ce que nous faisons, mais le point de vue du public change pour chaque projet. Vous n'êtes pas première personne, vous n'êtes pas une partie tierce, ça dépend absolument de quel est le projet. Et tous ces projets fonctionnent de la même manière. Donc vous, en tant que participant, fonctionnent, mais l'approche est différente à chaque fois, la perspective. Donc ça montre vraiment le niveau de sophistication que la VR atteint maintenant. Voilà d'autres exemples. Indépendant, Alteration, c'est une coproduction avec Arte. C'est un projet indépendant et ça a été présenté à des festivals et a gagné et remporté des prix et vraiment a contribué à vraiment faire avancer le storytelling, et on les a mis en contact avec des équipes d'intelligence artificielle pour qu'il y ait des transferts de style, des changements de style, et ça a été vraiment intéressant, ça a été fabuleux. Mais un de mes favoris, c'est Zero Days VR également. C'est un virus et ça raconte l'histoire d'un virus, et vraiment ça donne corps à ce virus, mais ça s'est fait par une équipe indépendante qui est fantastique, qui s'appelle Scatter, mais c'était également un projet qui est hyper indépendant, et ils ont pris énormément de risques, parce que le VR au début on disait toujours, voilà, il ne faut pas bouger la caméra, mais là, ils ont dit non, nous, on va pas écouter ça, on va bouger la caméra beaucoup, et ça a créé beaucoup de problèmes, et donc ils ont pris une approche vraiment très artistique à ce niveau-là, et ça a été une super expérience. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est les premières 40 minutes live d'un film fiction que Félix et Paul ont fait, et beaucoup de la presse, des médias qui ont regardé ça ont dit ils n'ont pas vu passer le temps. Donc ce projet a vraiment montré que l'on peut avoir des projets VR en format long. C'est un autre projet qui a, j'allais dire, entre mainstream et indépendant, c'est Spheres. Spheres, on a lancé ça au Festival Sundance, et puis c'était avec une équipe indépendante, et c'est très important de pouvoir créer de la diversité dans ces espaces-là, de trouver des personnes d'ethnies différentes,
différentes, plus de femmes, pour qu'il y ait vraiment un contenu diversifié pour beaucoup de gens différents, de différents horizons. Et ils ont travaillé avec Nouveau Labs, qui est ici en France, avec une équipe très talentueuse. Et c'est Spheres, ils ont des créateurs qui sont là, Derianowski, et aussi Batswan. Et il y a eu des voix de comédiens très célèbres et ils ont créé une histoire qui a été présentée à Sundance qui parlait de Sundance. C'était le premier projet qui ont pu signer un contrat avec plus de 7 chiffres. Donc ça prouve que le VR maintenant dans le secteur, il y a beaucoup d'attention qui est portée là-dessus par le mainstream. Donc c'est l'exemple d'un projet indépendant qui va vers le côté mainstream, vers le secteur mainstream. Donc il y a des interfaces qui se font à ce niveau-là. Ça apparaît dans des festivals, des grands festivals, mais ça vient du côté indépendant. Il y a également d'autres expériences que nous faisons. Par exemple, voici un projet qui s'appelle Fall in Love VR. C'est basé sur une histoire du New York Times, sur un article, un éditorial qui est paru dans le New York Times. Donc, il y a 36 questions. Si vous posez 36 questions à la personne en face de vous, vous allez tomber amoureux de la personne à qui vous posez ces questions. Si vous y répondez, si vous posez les questions, donc est-ce qu'on peut créer une conversation naturelle en VR? Donc on s'est servi de la reconnaissance vocale. Donc il posait des questions, vous répondiez, vous posiez une question, la VR répondait. Mais ce qu'on a appris très rapidement, c'est que lorsque vous savez que quelque chose n'est pas réel, qui vous pose une question, vous ne vous sentez pas vraiment investi, vous vous dites bon ben je vais répondre comme j'ai bien envie. Donc on s'est plus focalisé sur quand vous posez les questions et voilà, ça nous a donné une bonne idée de là où nous en sommes au niveau de la reconnaissance vocale. On n'est pas encore arrivé au bout du chemin, mais ça nous a montré ça. Mais c'est important d'avoir de telles expériences pour voir où nous en sommes. Et voilà, on a également d'autres projets. Spheres, on travaille avec Alexandre Auger qui a travaillé sur Campfire Creepers. On travaille également sur Monsieur Goulash pour d'autres projets. Et il y a également un projet qui s'appelle Untitled OK Go Within Projects. Voilà, c'est un outil de création de musique. Et donc, on travaille vraiment avec toute une palette d'approches. Et vous savez, donc vous faites un projet, vous trouvez les fonds, vous soutenez le projet, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut qu'il y ait le public en face. Donc comment est-ce qu'on envisage de vraiment avoir le public pour ces projets VR? C'est difficile, la plupart du temps n'ont pas toujours accès, ils n'ont peut-être pas l'équipement, ils ne savent pas où aller regarder, mais une formule que nous avons trouvée qui est assez efficace, c'est de combiner, on le montre en avant-première à des festivals, à Tribeca, à Sundance et ainsi de suite, et on met ça en parallèle avec les médias, on le montre aux médias parce que c'est toujours le chaos, c'est chaotique au festival de rencontrer les médias, et il faut le faire plutôt en amont, une semaine peut-être avant le festival, et ensuite avoir une date embargo, donc pour que tout le monde en parle à la même date, et ensuite on lance le projet en même temps autour du festival, et puis à ce grand moment, donc la presse commence à en parler, c'est en ligne avec l'attention qui est portée sur le festival, et ensuite vous avez un appel à action où les gens peuvent vraiment regarder. Et donc nous, on a tenté cette formule, on a essayé de le créer pour nos projets parce qu'on sait que c'est efficace, on sait que c'est efficient, et c'est que ça qui fournit le plus de téléchargements pour le projet, c'est là que le plus d'attention est focalisée. Donc après quelques différentes expérimentations, de voir comment on pouvait mieux s'en sortir pour que le public soit au rendez-vous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Angelica, mais on a sorti ça à Sundance l'an dernier, ça a vraiment bien fonctionné. Bien sûr, le projet doit être bon pour autant, ça il ne faut pas l'oublier, sinon les gens ne vont pas en parler, ne vont pas en discuter autour d'eux, mais avec cette formule, un bon projet, ça fonctionne généralement bien pour attirer l'attention, et beaucoup de gens me demandent qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche des projets à soutenir, et maintenant tout de suite, nous, ce qu'on se focalise vraiment sur ce qui est les storytelling
interactifs, les storytelling de positionnement où vraiment se déplace dans l'espace. On pense à tout ce qui est positionnement. On cherche également du travail de haute qualité avec des gens qui ont un palmarès établi, de faire des choses que les gens aiment. Il faut vraiment des projets qui soient vraiment prêts, qui soient vraiment raffinés pour que les gens puissent prendre plaisir au VR. Et donc, bien sûr, on travaille encore avec beaucoup de franchises parce qu'on sait que ça peut être le portail vers le public général, mais nous voulons également continuer à travailler avec des produits originaux et indépendants, mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'émotionnel, que ce soit vraiment très fort, que c'est quelque chose de qualité. Et voilà, il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. On se focalise également beaucoup sur la coprésence sociale, c'est-à-dire rassembler les gens autour du VR. Et ça fonctionne très bien. Avec Coco, ça a fonctionné particulièrement bien et on peut voir comment on peut établir ça. Donc voilà une image de Coco où toutes personnes sont dans l'espace ensemble. Vous avez également des avatars et voilà, donc c'est une coprésence sociale. Donc on pense beaucoup autour de ça, on réfléchit beaucoup autour de ça, mais en fait c'est vraiment très très difficile. Donc quand on envisage par exemple le storytelling, quand on parle généralement du storytelling en 360, c'est pas facile. Ce n'est pas facile si vous avez l'interactivité, ça le rend encore plus difficile parce que comment est-ce qu'on peut créer une histoire où les gens sont encore en train de voir quelque chose, on ne peut pas être à la fois actif et passif. Et donc on rassemble plus de gens dans l'expérience et il y a encore plus de défis qui se posent, donc interactive et sociale avec un grand espace virtuel. Donc il y a énormément de travail sur la planche, énormément de pain sur la planche, clairement, mais si on revient aux personnes qui créent des choses incroyables, voilà, vous les voyez à l'écran là, c'est vraiment passionnant d'être soutenu à ce niveau-là et que cette confiance existe et de voir quels sont les défis, comment on peut aller au-delà des challenges, de là où on doit travailler. On commence vraiment à voir énormément de résultats superbes et excellents. Donc juste un rappel rapidement. Et il nous faut vraiment sortir de notre zone de confort pour continuer à aller de l'avant. Merci.